Dans cette activité numéro 1, on se propose de mettre en évidence la dualité océan-continent, c'est-à-dire comprendre, mettre en évidence les caractéristiques qui différencient ce qu'on appelle le domaine continental, et le domaine océanique, c'est-à-dire la proto-océanique. On vous demande ici d'élaborer une démarche à partir des documents proposés, et avec le lien que l'on va utiliser, une démarche permettant de mettre en évidence la dualité océan-continent, tant au niveau structural que pétrologique. Pétrologique faisant référence à l'étude des roches. Tout d'abord, intéressons-nous au premier document qui est la carte géologique mondiale. On distingue ici les continents et on distingue aussi le fond des océans. Les différentes couleurs que vous avez correspondent à des roches de nature et d'âge différents. Déjà, première constatation que l'on voit quand on voit toutes ces couleurs, c'est que tout simplement, il y a une très grande diversité de roches, au niveau notamment des continents, au niveau des océans, il y a aussi une diversité, mais on retrouve à peu près les mêmes matériaux, on voit que les couleurs sont identiques. Donc, premier élément important ici, une grande diversité de roches au niveau de la carte géologique mondiale. Le second document est un lien que vous pouvez copier et mettre ensuite sur votre navigateur. Le voilà. Et à partir de ceci, il va s'agir tout simplement d'établir ce qu'on appelle un profil cristal. Là ici, cet outil permet, c'est un modèle numérique bien sûr, de voir, de faire un plan de coupe à l'intérieur du globe terrestre, de voir ainsi, en quelque sorte, l'épaisseur de la croûte océanique comparée avec celle de la croûte continentale. Par exemple, ici, il suffit de faire tourner le globe, et on va se placer, par exemple, bien, on va être un peu chauvin, on va prendre l'Europe, et on va changer de pays, et on voit ce profil cristal. Ce qu'on appelle le profil cristal, c'est l'épaisseur de la croûte. Ici, si on prend le A, on est à ce niveau-là, on est au niveau de la croûte continentale. Ici, on distingue le bleu de l'océan. Ici, on donne de la croûte océanique. Et enfin, on est passé d'ailleurs sur le Groenland. Et juste à côté, vous avez la croûte continentale correspondant au continent américain. Reprenons notre croûte. Ici, on distingue l'Amérique d'ici et l'Afrique, et on observe effectivement que la croûte continentale a une épaisseur qui est plus importante que celle de la croûte océanique. On peut distinguer donc en dessous un graphique, un histogramme qui montre bien la distribution de l'altitude avec la fréquence. On constate que par exemple, si on prend des continents, eh bien on voit qu'il y a 37% des continents qui ont des altitudes qu'on a pu relever, qui sont entre 0 à 1000 mètres. Faisons notre expérience. Je prends ici et ici. Je vais un petit peu trop grande. Ici. Là, je pars donc ici de l'Afrique jusqu'à l'Amérique du Nord. Et on voit effectivement encore une fois que les continents ont une épaisseur bien plus importante que celle des océans. D'accord, on a une croûte océanique ici qui est plus fine. On observe encore une fois ici donc une fréquence pour le continent toujours comprise entre 0 et 1000 mètres. Et pour les océans, on est souvent entre 3000 et 4000 mètres en moyenne. Voici ce que l'on peut dire à partir de ce document. En fait, on peut distinguer bien déjà par le profil cristal de grosses différences entre l'épaisseur de la croûte océanique ainsi que de l'épaisseur de la croûte continentale. La croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. Si maintenant on revient sur le document, il nous est demandé d'aller donc nous renseigner sur le document numéro 4, page 107 du livre. Ce document, le voici. Ce document, qui a été établi par
consiste à un travail colossal puisqu'il représente le pourcentage de la surface terrestre solide qui est occupée à l'échelle de la Terre sur des terrains d'altitude donnée. Alors, ici, vous avez, en fonction de l'altitude, le pourcentage de surface terrestre qui est concerné. Par exemple, je prends entre 4000 mètres, 4 km et 5 km de profondeur, on constate que, eh bien, on a à peu près 25% de la surface terrestre qui est à cette profondeur. Si maintenant, on est alors le niveau 0 correspond au niveau des mers, si on s'intéresse au continent, au domaine continental qui symbolise ici en orange, eh bien, on observe que entre 0 et 1000 mètres, on a 22% des surfaces terrestres qui sont ici situées entre 0 et 1000 mètres. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ceci? On peut conclure qu'en fait, déjà, on voit qu'on a une courbe qu'on qualifie de bimodale, on a 2 maximum. Alors après tout, dans cette faire l'hypothèse que on avait une surface terrestre moyenne avec une compensation entre l'altitude et des profondeurs bien plus importantes au niveau de l'océan. Bien, ce n'est pas le cas, on observe qu'il y a 2 maximum, une altitude moyenne en milieu continental aux alentours de 840 mètres, et en milieu océanique, elle est plutôt aux alentours de 3800 mètres. L'altitude moyenne de l'ensemble de la côte terrestre est donc aux alentours de moins 2200 mètres. Seulement, on constate que ce que l'on vient d'observer ici, eh bien, corrobore ce qu'on a vu juste avant, à savoir une différence de composition de croûte, puisqu'on voit qu'on a 2 épaisseurs différentes, une croûte océanique qui est plus fine et une croûte continentale qui est plus épaisse. On peut ici rajouter que cette croûte océanique qui est plus fine est aussi plus en profondeur. On peut donc faire l'hypothèse qu'elle est plus lourde. Et à ce qui concerne la croûte continentale, eh bien ici, on observe qu'elle est certes, on l'a vu juste avant, plus épaisse, mais ici, on la trouve plutôt en surface, donc elle doit être aussi, on peut faire l'hypothèse plus légère. Ceci, pour le fonctionner, il faudra bien s'intéresser à la densité des roches, chose qu'on fera dans le PT suivant. Si on revient maintenant sur l'activité numéro 1, on va s'intéresser maintenant à la faille de Riemann. Alors, la faille de Riemann correspond à une histoire très particulière, puisque en 1988, le Nautile, alors ce Nautile, c'est le sous-marin que vous avez ici en photo, le Nautile de l'Ifremer, c'est un sous-marin qui est habité. Alors, l'Ifremer, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer. Et bien, ce sous-marin mène des plongées au niveau d'une faille, la faille de Riemann, qui est située dans l'océan Atlantique. Alors, cette faille, exactement, est située à ce niveau-là. Je vous montre sur la carte tout de suite. La voici. Faille de Riemann. Vous voyez donc, on est au niveau de l'océan Atlantique. Et cette faille va, en fait, bien être un lieu d'exploration. Pourquoi s'intéresser à cette faille de Riemann? C'est un endroit où, en fait, bien, voilà, vous avez ici la zone qui a été explorée le Nautile, à très grande profondeur, eh bien, on a pu constater, on a pu remarquer, on a pu enfin voir à quoi ressemblait la côte océanique. Cette faille permet, en fait, de distinguer, sur une paroi verticale, la composition de cette côte océanique. Et c'est ainsi qu'on a pu voir différents types de roches. On a pu voir une couche fine de sédiments, que l'on voit sur la carte géologique mondiale. On peut voir aussi des blattes qu'on qualifie de pilolavas, ceci on y reviendra un peu plus tard. On a pu voir aussi des filons verticaux de basalte, du gabbro, tout ceci constituant ce qu'on appelle la croûte océanique. La péridotite, elle par contre, est une roche qu'on trouve dans le manteau. Alors, pour revenir à ces pilolavas, une petite recherche internet rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Alors, pilo en anglais veut dire poussin, ce qu'on appelle des lavant-poussins. Alors, ces lavant-poussins, elles ressemblent à ceci. Alors, voici une photo de ces lavant-poussins que vous pouvez voir ici. Alors, effectivement, là, on a des structures très particulières, comme des gros poussins ici que l'on voit très bien à travers le sédiment.
Ces laves anthocènes, elles se forment d'une manière très particulière, elles se forment au contact de l'eau. Donc, cette lave va se refroidir au contact de l'eau, et on a cette structure assez particulière ici, que l'on peut trouver que, eh bien, au contact de l'eau, donc, suite à un refroidissement dans de l'eau. Donc, c'est pour la parenthèse sur, eh bien, les phylolavages. Enfin, il nous reste un document à voir, document numéro 5, page 113 de votre livre. Dans ce document, page 113 de votre livre, dans lequel je vais aller tout de suite. Voilà. Ce document 5, le voici. On s'intéressait juste avant au modèle de la photocéanique qu'on a pu observer grâce à un sous-marin, on a pu le voir directement. Pour la côte continentale, c'est plus délicat. D'une part parce que, tout simplement, en termes de forage, c'est très compliqué. Le forage le plus profond qu'on ait pu faire a été fait dans la péninsule de Kola, donc en Russie, et on a atteint 13 km à peine. Vous le voyez donc, on n'est pas allé au fond de la côte, donc c'est plus compliqué. Toutefois, donc, on a pu établir, grâce à à partir d'études d'ondes sismiques, qu'on a pu déclencher, qui peut être monétaire, on a pu établir la composition de cette croûte, son épaisseur, ainsi que sa structure. Donc, on a pu notamment déterminer que la croûte continentale était majoritairement faite de roches volcaniques, et notamment, principalement, de roches de type granite. Ainsi, donc, vous le voyez, photocéanique, on peut la caractériser à partir des roches type basalte et gabbro, et la croûte continentale, on peut la caractériser par des roches de type plutôt granit. À partir de cet effet, on a pu donc voir, tout simplement, pour répondre au problème que nous avions au départ, bien, on a pu établir que, tout simplement, l'étude de la fréquence de ces différentes altitudes de la surface de notre planète a révélé tout d'abord une grande diversité. Alors, déjà, pour l'anecdote, vous savez que l'Everest coule à peu près à 10 840 mètres, tandis que la fosse de Marianne, la zone la plus profonde de l'océan, elle est en fond à moins 11 034 mètres. Donc, vous voyez qu'on a quand même de très grandes différences en termes, eh bien, d'altitude. D'autre part, nous avons pu voir aussi, d'un point de vue, eh bien, structural, notamment, on a vu qu'il y avait deux types de croûtes. Une croûte continentale épaisse, avec une altitude moyenne des continents de 300 mètres, et on a pu déterminer aussi, notamment grâce à de la faille d'éléments, la composition de la croûte océanique, à savoir basalte et gabbro, avec, on a pu approcher aussi le manteau qui fait du deux péridotites, et l'altitude moyenne est après un océan de moins 4500 mètres. On a pu donc établir les différences qui vont caractériser le domaine continental ainsi que le domaine océanique.